Votre présence à ce webinaire, mon premier webinaire de cette rentrée, RH et dirigeants, dotez vos leaders des 4 piliers de la force mentale. Je vais juste m'assurer que vous m'entendez bien, et pour cela, j'aimerais que vous puissiez me le confirmer grâce à la cellule de chat. Je vois déjà que quelqu'un écrit, donc c'est que vous devez bien m'entendre. Super, merci à tous. Merci bien. Alors, je vais vous proposer de faire connaissance en répondant à ces 3 questions. Je vous remercie de noter dans la cellule de chat le numéro de la question à laquelle vous répondez, donc Q1, Q2, Q3. Quelle est votre fonction? Quelle est votre problématique en rapport avec la force mentale de vos leaders? Et quels sont vos objectifs, vos attentes, hein, si toutefois vous en avez, pour ce webinaire? Donc je vous laisse prendre le temps de répondre à ces questions-là. Pendant ce temps-là, donc je vais vous préciser que, bien naturellement, l'ensemble des participants à ce webinaire, heu, enfin, vous êtes tous naturellement les bienvenus. Maintenant, comme il est destiné plus spécifiquement aux RH et aux dirigeants en responsabilité sur ce sujet, je vais donc les inviter, hein, je vous invite RH et dirigeants. Si vous souhaitez échanger, de façon plus, directe avec moi, de façon personnalisée sur votre problématique actuelle, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Vous pourrez le faire, durant toute la durée du webinaire, donc dès maintenant si vous le souhaitez, en cliquant sur le bouton orange situé en haut de mon diaporama, où il est indiqué «Prendre rendez-vous». Donc ça vous orientera directement sur mon agenda, en ligne. Voilà, donc je vois que plusieurs personnes ont déjà, répondu, donc contrôleur, financier, hem, alors 2 et 3, je suis curieux, OK, chef d'entreprise, RRH, OK, directrice de service, les équipes. À équiper de bons outils pour pouvoir leader leurs équipes et donc vos objectifs de, développement. Alors n'hésitez pas à me rédiger des choses un petit peu plus, enfin de me proposer des réponses un peu plus rédigées, parce que mieux je pourrai, comprendre vos attentes spécifiques, plus je pourrai adapter le contenu du webinaire. Parce que si c'est pas tout à fait clair, je pourrais pas le faire. Hem Alors voilà, je regarde vos réponses. Vous pouvez également, les voir. Accompagner au mieux les clients dans la conduite du changement en management. PDG d'une PMI, les personnes du CODIR sont plus expertes que managers et ont du mal à gérer le moyen terme en plus du court terme. Merci, Guillaume. Alors vraiment, hein, je vous invite à reprendre Q1, Q2, Q3, être un petit peu scolaire, pendant quelques petites minutes, hein, pendant, quelques toutes petites minutes, mais ça me permettra d'adapter le déroulé du diaporama. Hem, et des équipes accompagner le changement. OK. Hem, alors pendant que vous rédigez, hein, vos réponses, je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 13h45. Éventuellement, si vous avez, beaucoup de questions, le webinaire pourra, se terminer à 14h au plus tard, mais l'ensemble du contenu aura été abordé, avant 13h45. Hem, change, manager, transfo digital. N'hésitez pas à me rédiger un peu plus pour que je puisse bien comprendre, hein, vos attentes. Enfin, en tout cas, je comprends que beaucoup d'entre vous, sont intéressés par les peut-être l'importance de la force mentale et de l'accompagnement du changement. Enfin, la force mentale, dans les phases de changement. C'est vrai que ce sont des phases qui sont, déstabilisantes pour les équipes et que c'est important de sécuriser, leur stabilité naturellement.
Bien, mais écoutez, je ne m'attarde pas davantage. Je vais donc vous indiquer quels sont mes objectifs à moi pour ce webinaire. Euh, donc mes objectifs sont de vous permettre de comprendre les vrais enjeux de la force mentale des leaders pour l'organisation et vous présenter des solutions pour la renforcer. Et je vais démarrer ce webinaire en me présentant rapidement. Je m'appelle Stéphanie Roels, vous le savez déjà, forte d'une riche expérience dans les ressources humaines que j'ai acquise dans divers secteurs et puis sur des fonctions tant opérationnelles que stratégiques. Eh bien, j'ai fondé mon cabinet de coaching en 2007, en septembre 2007 précisément, donc ça fait 16 ans aujourd'hui. Donc je suis un peu, je dirais, une ancienne du coaching, hein. À l'époque, mon projet était très clair, hein, et très simple en réalité. C'était vraiment d'investir toute mon énergie au service des personnes, en les aidant à croire en elles, en leur avenir et puis en leur capacité à y faire face. Heu, pour donner plus de puissance et de valeur à mes coachings, en 2010, j'ai créé 2 méthodes, maintenant que j'ai eu le temps de rôder, largement et d'éprouver. Donc la première pour développer sa confiance en soi et la seconde pour développer son leadership. Et puis, très sensible, mais je dirais plus sensibilisée aux préjudices liés aux relations difficiles, aux personnalités difficiles, je me suis spécialisée sur cette thématique pour mettre au point un nouveau programme de coaching permettant donc de faire face à ces relations difficiles, voire toxiques, avec efficacité, tout en se protégeant des impacts psychologiques qu'elles peuvent causer. Au cours de ce long voyage de maintenant 16 années, je dirais, dans la tête et le cœur des leaders, managers et dirigeants de tout horizon, pardon, j'ai finalement acquis une compréhension profonde de ce qui fonde la force mentale. Et j'ai également pris conscience que cette force mentale est véritablement la soft skill clé pour traverser sa vie avec plus de sérénité et de joie, parce qu'en réalité, elle conditionne la manifestation de toutes les autres. Sans force mentale, vous ne pouvez tout simplement pas manifester pleinement vos talents sur la durée. Sans force mentale, l'équilibre, le sentiment de réussite et de joie qui en découle ne sont, tout simplement pas accessibles. Donc j'ai mené des recherches et j'ai modélisé la force mentale des leaders en entreprise autour de 4 piliers que je vous présenterai, tout à l'heure. Donc voilà pour moi. Alors, je vois que j'ai eu d'autres réponses durant cette présentation. Donc, je vois que vous souhaitez, pour Mélanie, renforcer la stabilité des équipes, apporter toujours plus à mes piliers, développement personnel. Voilà, mentalité et comportement de mes collaborateurs nous feront mieux analyser comment les rendre plus productifs. OK, donc des attentes très, très variées. Et ben, j'espère que ce programme, ce webinaire pourra y répondre et de toute façon, vous pourrez me poser vos questions à la fin du webinaire, une fois que j'aurai effectivement terminé ma présentation. Alors, le programme du webinaire est le suivant. Premièrement, premier objectif, hein, connaître les caractéristiques d'un leader mentalement fort. Deuxièmement, comprendre l'avantage stratégique d'une force mentale développée pour les leaders. Troisièmement, découvrir les 4 piliers de la force mentale des leaders en entreprise. Et enfin, comment promouvoir la force mentale dans votre organisation. Voilà. Et juste avant d'aborder ce premier point, j'ai envie de partager avec vous l'histoire d'un homme.
Je vais vous raconter rapidement, l'histoire d'un homme qui est né à la fin du 19e siècle, dans une famille, très, très modeste des États-Unis. Comme ils avaient effectivement, une condition très modeste, dès l'âge de 10 ans, il devait, commencer à travailler et malheureusement pour lui, sa vie, fut un long parcours, avec de nombreux échecs, professionnels. Donc, il a créé une première entreprise où il vendait des lampes à carbure. Malheureusement, son affaire a été très rapidement obsolète du fait de la vaste campagne d'électrification lancée sur tout le territoire américain. Donc il se lança ensuite dans une carrière de juriste, mais il s'est retrouvé radié de la profession suite à une bagarre, en pleine audience et bien que finalement disculpé, sa réputation, fut à jamais entachée dans le milieu, donc il lui fut impossible de continuer dans cette voie. Ensuite, il décida d'ouvrir un restaurant pour vendre sa recette fétiche de poulet, parce qu'il avait une recette de poulet, bien à lui, qu'il trouvait, super géniale mais il a dû fermer son restaurant à cause de la construction d'une autoroute à proximité. Et donc, nous arrivons à l'âge de 66 ans. Il a 66 ans, il est, ruiné, abattu, tous ses business ont échoué, il se retrouve avec pour survivre, un chèque mensuel de 105 délivré par la sécurité sociale. Le volume est faible, écoutez, j'espère que c'est que vous, Ibrahima, et que les autres m'entendent bien. Donc, je vais poursuivre. Ouais, volume OK pour Guillaume, merci beaucoup. Donc il se retrouve à 66 ans, avec plus rien, très pauvre, mais il reste quand même convaincu que sa recette de poulet est quand même, super géniale il a l'idée d'un nouveau business, c'est de la vendre à des restaurateurs et en contrepartie, il demande une petite somme par poulet vendu. Voilà. Alors du coup, il se met à sillonner, toute l'Amérique, pendant 2 ans dans sa vieille voiture, hein, il dort à ce moment-là sur le siège arrière puisqu'il n'a pas les moyens de se loger à l'hôtel et pendant 2 ans, il a démarché, plus de 1000 restaurants et c'est au terme de ces 2 années et ce démarchage de plus de 1000 restaurants qu'il fait sa première vente, de sa recette et il a alors 68 ans. Alors et du coup, ça l'a encouragé, hein et puis il s'est acharné, acharné, acharné à développer ce concept et puis cet acharnement a fini par payer puisqu'il se retrouve, à la fin des années 50 à la tête d'un empire, hein, de 400 restaurants en franchise. Eh bien, cet homme s'appelle, Harland Davis Sanders et cet homme, c'est le fondateur de KFC et donc il est devenu, multimillionnaire, passé ses 70 ans. Donc aujourd'hui, il y a 25 000 restaurants, KFC dans 145 pays avec 750 000 collaborateurs, ce qui fait que KFC est aujourd'hui l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide au monde. Donc je voulais, partager avec vous, cette extraordinaire, histoire de persévérance. Alors quelles sont les caractéristiques, d'un leader mentalement fort? Eh bien, le leader mentalement fort, les leaders dotés d'une grande force mentale ont confiance en eux et s'affirment avec assurance. Ils peuvent ainsi faire face aux relations difficiles avec diplomatie et habileté. Ils prennent du recul et restent lucides et rationnels. Ils ne se laissent pas déstabiliser par les pressions extérieures, par les personnalités intimidantes ou complexes. Et ils font face aux challenges avec agilité et résilience. Ils restent focalisés sur leurs objectifs
et gèrent leurs priorités avec stratégie. Ils agissent avec détermination, persévérance et autodiscipline. Voilà l'état d'esprit type d'un leader mentalement fort en entreprise, hein, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que j'ai cherché à fonder une expertise, à développer une expertise et à modéliser les 4 piliers de la force mentale des leaders dans l'organisation, parce que je ne suis pas la seule, à parler de force mentale, mais ce que j'ai trouvé, dans ce qui pouvait être proposé aux entreprises, ce sont essentiellement des personnes qui, sont issues du domaine du sport de haut niveau, donc et qui se sont, formés et spécialisés en préparation mentale. Donc évidemment, ces coachs, sportifs et anciens sportifs ont beaucoup de choses à nous apporter très intéressantes. Maintenant, le monde du sport n'est pas le monde des grandes organisations ou petites organisations, qui a des défis bien à lui, hein. C'est un monde, où il faut savoir aussi, faire preuve d'un grand sens, relationnel, grand sens parfois même politique, hein, faire face à des personnalités, complexes, hem, faire face à des changements, ou à une incertitude sur une vision, et cetera et cetera. Donc, les caractéristiques d'un leader mentalement fort, ne sont pas exactement les mêmes que les caractéristiques d'un, sportif de haut niveau qui aura, un mental, exceptionnel, hein. Donc, j'ai vraiment, moi cherché à m'intéresser à la force mentale dans l'organisation. Voilà. Alors quelques chiffres, hein, pour poursuivre. D'abord effectivement, on va aborder le 2e point, comprendre l'avantage stratégique d'une force mentale développée pour les leaders, et pour introduire ce point, je vais vous proposer quelques chiffres. Alors, 36 des salariés interrogés ont déclaré avoir déjà fait un burn-out et 52 pensaient être en risque de burn-out, selon une enquête menée par OpinionWay en 2020 pour le cabinet Empreinte Humaine. 25 des cadres estimaient que leur santé mentale s'était dégradée sur les 2 dernières années, selon une étude de l'APEC, produite en septembre 2022. Et entre février 2022 et octobre 2022, d'après une étude de Harris Interactive, l'anxiété, gagne encore du terrain chez les salariés du privé. Donc je ne vais pas vous détailler tous les chiffres que j'ai mis là, mais on est sur une augmentation, tout à fait significative du stress, de l'angoisse, de l'inquiétude, de la dépression. Donc, ce que l'on observe, c'est non seulement, des taux que je trouve personnellement, assez affolants, de burn-out et autres troubles anxieux, mais également qu'ils sont en augmentation, alors même que l'avenir s'annonce encore plus difficile pour les salariés. C'est-à-dire que nous sommes effectivement dans un monde en constante évolution, avec des défis donc qui se présentent aux leaders qui sont, toujours plus complexes. Citons des défis liés à la diversité et à l'inclusion, à la transition écologique, au travail à distance, aux innovations technologiques, les IA, et cetera. Donc cela, enduit, une pression toujours plus forte sur les leaders en responsabilité, en particulier du fait d'attentes très élevées sur les résultats, la capacité d'adaptation, le management, et cetera. Donc, pour faire face à ces défis, les leaders en responsabilité auront donc plus que jamais besoin de soft skills, je vais y arriver, comme une forte capacité d'adaptation, une vision stratégique claire,
une capacité à comprendre de nouvelles situations et à prendre des décisions avec discernement, une communication particulièrement assertive et efficace, une imperturbable confiance en soi, une vraie capacité à prendre de la hauteur et à gérer leur stress, c'est-à-dire autant de soft skills constituant la force mentale. Donc j'ai une réaction de Sophie. Attention, la dépression est liée au privé, tandis que le burn-out vient du pro et est activé aussi avec le privé. Ce sont des choses différentes. Ça dépend en fait des approches théoriques. Il y a certaines personnes vont considérer que le burn-out, de toute façon, qui peut aboutir à une dépression, ferait partie d'une forme de dépression. Là, moi, je parle du monde de l'entreprise. Et le monde de l'entreprise peut induire de la dépression. Par exemple, si vous avez des relations de travail dégradées avec votre manager qui vous dénigre ou même avec un collègue qui vous dénigre, je vous assure que ça peut vraiment vous plonger dans une dépression profonde avec une perte d'estime de soi importante. Donc voilà, effectivement, la force mentale, telle que moi je propose, hein, avec l'approche que moi je propose, l'idée c'est d'avoir aussi un état d'esprit, on va dire un certain nombre une posture, des convictions, des objectifs, une façon de se gérer, psychologiquement, qui viendra vraiment prévenir, en tout cas le fait de se dégrader en situation de travail. Et en tout cas, de réagir beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus efficace, si on constate qu'on s'épuise en situation de travail ou qu'on se dégrade au niveau de l'estime de soi, de l'énergie, et cetera. Alors je continue. Pour conclure, hein, sur ce que je viens de décrire, un constat, un constat qui devrait quand même, faire réagir les personnes en responsabilité, c'est-à-dire qu'effectivement, en même temps, une dégradation de l'état mental des personnes et en même temps des conditions de travail qui promettent d'être encore plus complexes au plan psychologique. Je précise que la réussite des leaders donc, de demain sera conditionnée par leur force mentale. Évidemment, ça ne sera pas le seul facteur qui leur permettra de réussir. Hein, ça, c'est pas ce que je dis, mais je veux dire qu'effectivement, sans force mentale, vous n'aurez pas de réussite, les leaders de demain. Alors, je vois qu'il y a des réactions par rapport au burn-out. Oui, il y a du burn-out parental, bien sûr. Le surmenage peut intervenir dans toutes les sphères de la vie. Alors, je reprends. Donc, la réussite des leaders demain sera conditionnée par leur force mentale. Disons que c'est un prérequis. La force mentale s'impose donc comme la pierre angulaire du leadership d'aujourd'hui et de demain. Si vous voulez, c'est vraiment, en tout cas c'est ma conviction, la soft skill clé de voûte, prérequis à la manifestation des autres talents. Parce que si vous êtes fragilisé psychologiquement, démotivé, épuisé, voilà, et que vous êtes abattu, vous n'avez plus aucun espoir, etc., de toute façon, vous n'allez pas être au top sur vos autres compétences en leadership, vos autres talents en tant que leader. Alors, j'ai envie de partager avec vous, pour aborder ce troisième point, découvrir les 4 piliers de la force mentale des leaders en entreprise. En introduction, j'ai envie de vous parler tout d'abord de ce petit garçon qui était malheureusement incapable de parler jusqu'à l'âge de 4 ans et dont les professeurs disaient qu'il irait pas bien loin à ses parents, hein, pour qu'ils ne s'attendent pas à grand-chose. Et ce petit garçon s'appelait Albert Einstein. Où je pourrais vous parler de ce jeune homme renvoyé d'un journal, ce jeune journaliste, hein, renvoyé d'un journal pour manque de créativité et absence d'idées originales, qui s'appelait Walt Disney. Et puis, je pourrais vous parler de
de ces jeunes renvoyés par les studios Decca, studios de musique, parce que leur son n'était pas assez bon, et qui s'appelait les Beatles. Et puis de cette jeune femme rétrogradée de son poste de présentatrice vedette de télévision, hein, parce qu'elle a été rétrogradée parce qu'elle était vraiment pas faite pour la télé, et qui s'appelait Oprah Winfrey. Ou encore, et je vais m'arrêter là, mais de ce jeune homme renvoyé de son équipe de basketball au lycée, parce qu'il était évidemment pas assez bon pour faire partie de l'équipe du lycée, et il s'appelait Michael Jordan. Bon, voilà. Je vous présente maintenant les 4 piliers de la force mentale des leaders dans l'organisation. Donc, c'est une modélisation que je vous propose, donc issue de mes recherches. Alors, premier pilier, l'agilité, la résilience. Alors, l'agilité du leader, c'est sa capacité à s'adapter rapidement et efficacement au changement. Elle implique une réactivité face aux défis et aux prises de décision, et une capacité d'apprentissage continu. La résilience du leader se réfère donc à sa capacité à faire face à l'adversité, à se remettre rapidement des échecs. Et elle implique une excellente gestion de son stress pour le maintien de son équilibre émotionnel. Stabilité et hauteur, donc deuxième pilier. La stabilité du leader fait référence, en tout cas je fais référence, à sa capacité à rester constant et fiable face aux défis. Elle comprend le maintien d'un comportement cohérent et le fait de ne pas se laisser submerger par les émotions dans des moments de crise, et donc de fournir un soutien constant à son équipe. Un leader stable va inspirer confiance et sécurité, et ça va contribuer évidemment à la cohésion et à la résilience de l'équipe. La prise de hauteur du leader renvoie à sa capacité à prendre du recul et à observer la situation dans son ensemble pour une meilleure compréhension. Hein, ça lui permet de voir au-delà des contraintes immédiates, d'appréhender les tendances plus largement et de prendre des décisions stratégiques éclairées, hein, sans être déstabilisé du coup. Alors, la focalisation du leader, c'est sa capacité à rester concentré sur les objectifs et les tâches clés, malgré les distractions et les défis potentiels. Donc, elle implique de savoir prioriser les actions et d'allouer ses ressources aux tâches les plus importantes, compte tenu de sa vision, qui elle-même doit être claire. Donc, c'est une compétence qui est essentielle pour la gestion efficace du temps et des ressources dans un environnement complexe et en constante évolution. Confiance en soi et assertivité. La confiance en soi du leader et sa conviction profonde en ses propres capacités et en ses propres compétences pour guider son équipe ou son organisation vers le succès. Elle implique la capacité à prendre des décisions déterminantes, à assumer des risques calculés et à faire face aux défis avec assurance et efficacité. L'assertivité du leader et sa capacité à s'exprimer de manière claire, directe et respectueuse, elle permet de gérer les conflits et les personnalités difficiles de manière constructive. Donc voilà pour ces 4 piliers. Alors, voyons maintenant le quatrième point de ce webinaire, comment promouvoir la force mentale dans votre organisation. Donc, quels peuvent être, par exemple, les objectifs pédagogiques poursuivis. Pour la partie agilité et résilience, donc je vous donne des exemples d'objectifs pédagogiques. Ça peut être donc acquérir l'état d'esprit des personnes qui réussissent et vont de l'avant, faire face aux défis en gardant un état d'esprit ouvert et constructif,
apprendre à cultiver lâcher prise et sérénité. Stabilité et hauteur, donc on peut ensemble travailler, hein, sur ces différents objectifs pédagogiques. Se préparer mentalement, donc là l'aspect plus, préparation mentale, rester serein et lucide, ne pas se laisser déstabiliser en situation dégradée. Et l'aspect plus technique, hein, donc acquérir des techniques de self-défense pour neutraliser les profils complexes et déjouer manipulation et jeux psychologiques. Voilà, donc vous voyez, il y a la double dimension, préparation mentale et préparation technique pour se créer un bouclier, pour se protéger en environnement complexe, voire toxique. Focalisation, clarifier sa vision et ses objectifs, gérer ses priorités avec stratégie et maîtriser l'art de l'autodiscipline. Et enfin, confiance en soi et assertivité. Développer sa conscience de soi, son estime et sa confiance en soi. Alors pourquoi je mets dans cet ordre? Parce que pour estimer quelqu'un, il faut déjà le connaître, donc la conscience de soi est un prérequis à l'estime de soi. Et pour faire confiance en quelqu'un, encore faut-il l'estimer, ou en tout cas l'estimer sur un certain nombre de capacités dont on a connaissance. Et c'est pour ça que les prérequis à la confiance en soi sont la conscience de soi et l'estime de soi. Donc la consolider implique de travailler sur ces 3 étapes. Et enfin, savoir s'affirmer, communiquer avec assertivité, assurance et impact. Donc ça permet de ménager des relations, en tout cas les plus, constructives possibles dans l'organisation, et donc de durer avec plus de confort personnel et d'induire plus de confort autour de soi dans l'organisation. Alors, voyons maintenant comment, vous, en tant que, DRH, en tant que dirigeant, comment concrètement, techniquement, vous pouvez, booster, renforcer, préserver aussi la force mentale, de vos, leaders. Alors, plusieurs dispositifs peuvent être indiqués, et ils sont d'ailleurs complémentaires. Le coaching individuel, là l'idée est de concevoir donc un programme sur mesure, hein, c'est-à-dire après une première étape d'analyse de la demande. L'idée, c'est de proposer un programme de coaching personnalisé, donc qui sera 100% adapté à la personne, à ses objectifs de progrès et à son environnement. L'intérêt du coaching individuel avec un programme personnalisé, c'est une mise en œuvre qui est très flexible, et donc qui est compatible avec les contraintes de disponibilité de la personne, parce que c'est en sur-mesure, hein, pour la personne, pour une personne. L'intérêt, c'est aussi la garantie d'une totale confidentialité sur ce qui peut être exprimé. Donc ça apporte évidemment la qualité qui va avec. Et pour vous donner une information très opérationnelle, pour un coaching individuel, on est généralement sur 6 à 12 séances individuelles, donc d'1 heure à 1 heure 30, qui vont être réparties tous les 15 jours. Pour le coaching individuel, donc je reçois les personnes à mon cabinet qui est situé à Vincennes, à proximité immédiate du métro et du RER, mais il peut aussi tout à fait bien se dérouler pour partie ou en intégralité en visioconférence. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ces différents dispositifs, si vous souhaitez mieux les comprendre, mieux les connaître, mieux comprendre leur valeur ajoutée, là vraiment je vous invite sentez-vous libre de poser toutes les questions qui vous viennent.
Alors je fais non, Rita, je ne fais pas de coaching en anglais, hem, mais ouais, je préfère pas. Je pense qu'il faut être vraiment, 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 vraiment bilingue, pour aller sur cet exercice et comme c'est pas mon cas, je préfère pas y aller. Alors les ateliers, alors l'intérêt de l'atelier, ça va être vraiment, des ateliers donc qui vont être menés donc en collectif, hein. Le tarif pour une séance de coaching, alors les tarifs pour du coaching professionnel, Michael, là je parle que de mes honoraires pour des professionnels puisque j'accompagne également des personnes à titre privé. Ça dépend, du statut du collaborateur, donc du cadre, chef de projet, cadre expert jusqu'au, dirigeant, de haut niveau jusqu'aux hauts dirigeants. Le taux de facturation horaire sera compris entre 250 € hors taxe donc par heure à 400 € hors taxe par heure. Donc pour des coachings, il faut compter des enveloppes entre, souvent, 4 000 € jusqu'à, 9 000 € hors taxe. On est souvent donc dans cette, fourchette-là, très rarement au-dessus en dessous et assez rarement au-dessus. Donc je reprends. Donc l'intérêt des ateliers, ça va être vraiment de travailler, sur la cohésion d'équipe. Donc on travaille, en équipe, et ça permet aussi de travailler sur la coopération, donc au bénéfice donc d'une résilience collective. Heu, les ateliers permettent en effet une interaction directe donc entre les participants et donc vont favoriser le travail d'équipe et la collaboration, ce qui est évidemment clé dans toute équipe et en particulier, dans un collectif de direction. Pour une appropriation immédiate des notions par la pratique, effectivement les ateliers sont généralement beaucoup plus axés sur la pratique, que d'autres, peut-être d'autres formations, traditionnelles. Il y a peut-être moins de notions, mais plus de pratique, plus d'appropriation, par rapport aux cas qui sont, vécus par les personnes. Les participants ont vraiment l'occasion, d'appliquer, de ce fait immédiatement ce qu'ils ont appris, ce qui va vraiment favoriser, une excellente rétention de l'information. Hem, pour une action adaptée aux besoins spécifiques de l'équipe, alors les ateliers peuvent être effectivement facilement, adaptés et c'est l'objectif, aux besoins spécifiques du groupe. Ils peuvent être conçus pour se concentrer sur des domaines spécifiques du développement de la force mentale, comme par exemple la prise de décision stratégique ou la gestion du stress, hein, par rapport, dit plus simplement, par rapport aux besoins spécifiques de l'équipe et ce qu'elle traverse, on va effectivement avoir une approche chirurgicale et proposer des ateliers qui répondront aux besoins les plus urgents et qui auront le plus fort impact sur la résilience collective et la force mentale de l'équipe. Voilà. Alors, programme de coaching. Alors, vous allez dire, j'ai déjà parlé du programme de coaching, mais tout à l'heure, je vous ai parlé d'un programme qui était conçu en sur-mesure. Et ça, c'est effectivement ce que je fais dans la majorité des cas, puisque j'accompagne essentiellement des managers et des dirigeants. Euh, je propose aussi un programme de coaching qui est conçu, déjà préconçu, qui est vraiment conçu spécifiquement donc pour transmettre les notions clés dans chacun des 4 piliers de la force mentale et qui peut, être proposé au-delà, pas que pour des managers et des dirigeants, qui peut vraiment être très intéressant pour des cadres experts, des chefs de projet. Hem, là, c'est vraiment, évidemment l'accompagnement sera toujours adapté à la personne, à son rythme, à ses contraintes de disponibilité, parce que les séances ne sont pas entièrement guidées, ce n'est pas une formation. Il y aura une guidance et des notions, des tips, des techniques, des conseils clés que la personne va, s'approprier au fur et à mesure du coaching. Pour autant, on reste sur une bonne partie de la séance qui est, hem, comment?
où on va travailler avec la personne sur les situations qu'elle rencontre et qui la challenge au moment où on se rencontre. L'intérêt de ce programme, Executive Force Mentale, c'est que la mise en œuvre est très rapide parce que vous n'avez pas de phase préliminaire. Lorsque vous mettez en place un coaching de dirigeant, de manager, de dirigeant, dans la grande majorité des cas, vous avez une phase, d'études préliminaires, de la demande qui implique des entretiens avec, les RH, avec le N+1, et la mise en place d'une réunion tripartite, voire quadripartite de lancement où on échange et finalise ensemble les objectifs du coaching. Si vous supprimez cette phase préliminaire parce que vous dites voilà, les objectifs de la prestation sont proposés et c'est d'acquérir des clés sur les 4 dimensions de la force mentale des leaders et des objectifs conviennent déjà tels qu'ils sont proposés, vous gagnez énormément de temps au niveau de la mise en œuvre de l'accompagnement. C'est-à-dire que vous pouvez me contacter et puis dès la semaine suivante, on va faire, on va lancer les choses avec le coaching. Et donc pour ce programme, il faut prévoir donc c'est une douzaine de séances d'1 h 30 qui sont planifiées tous les 15 jours. Et donc c'est réalisable en présentiel ou en visio. Alors la formation, donc on peut aussi tout à fait envisager, de mettre en place une formation où là, on va évidemment pas voir, tous les outils parce qu'en fait, dans ces 4 piliers, il y a quand même un certain nombre d'outils, mais on va voir vraiment des outils, clés. Hem et l'idée, c'est effectivement d'avoir un programme de formation, qui va transmettre donc, ces notions clés sur chacun des 4 piliers. L'intérêt d'une formation, c'est effectivement de le faire en intra, parce que moi je ne proposerai cette formation qu'en intra. Ça va être le renforcement de la cohésion d'équipe et de la coopération au service d'une résilience collective. Parce que l'idée, c'est effectivement en formation, on peut voir un certain nombre d'outils de développement personnel, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de, réfléchir, à comment finalement on va être résilient collectivement. Comment on va, soutenir notre confiance en soi mutuellement. Comment on va, s'aider mutuellement à rester focalisés et autodisciplinés. Comment collectivement on va mettre en œuvre qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre collectivement pour apprendre de nos difficultés, de nos erreurs, de nos échecs, pour apprendre de nos expériences, pour capitaliser dessus et être plus forts ensemble. Voilà, c'est vraiment aussi l'idée des dispositifs collectifs comme, la formation, le coaching d'équipe, les ateliers, c'est de travailler aussi, à réfléchir aussi ensemble à comment on peut être en tant qu'équipe fort face aux défis qui sont les nôtres. Hem, alors 2-3 outils intéressants à titre d'exemple. Oui, bien sûr, 2-3 outils, il faut que j'en choisisse, quelques-uns. Vous voyez, par exemple, j'ai parlé, pour tout ce qui est stabilité hauteur, j'ai parlé de la préparation mentale et de la préparation technique. Donc la préparation mentale, ça va être, des exercices, hem, qui font alors je voudrais vous donner un exemple qui soit suffisamment, clair. Hem, Tout bêtement, je vais vous dire quelque chose qui est vraiment tout bête, mais qui est quand même incontournable. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vulnérable dans une relation? Qu'est-ce qui fait que vous êtes manipulable, déstabilisable, influençable, que finalement vous n'avez pas dit ce que vous vouliez dire, que finalement vous vous sentez un peu, bête à la fin d'une réunion, ou vous sentez qu'il s'est passé quelque chose d'anormal, que vous n'avez pas su réagir et cetera. En fait, tout ce qui est déstabilisation. Eh bien, il y a plusieurs, raisons à ça. Déjà, une des raisons, c'est est-ce que vous êtes parfaitement au clair sur la légitimité qui est la vôtre à vous exprimer dans cette réunion? Où commence et où termine cette légitimité? Quel est le rôle que vous vous donnez?
quels sont les objectifs de la réunion. Vous voyez, il y a une réflexion à mener avant chaque réunion, avant chaque entretien, sur quel est le rôle qui est le mien, sur quoi se fonde ma légitimité à être là, pourquoi c'est moi qui suis là, et quel est mon objectif. Si vous faites ce petit travail avant chaque entretien, avant chaque réunion, de bien mettre des mots là-dessus pour bien circonscrire euh, votre votre objectif, hein, pourquoi vous êtes là, quel est votre rôle, etc. Eh bien, vous voyez, vous allez gagner en force mentale. Pourquoi? Parce que on ne va pas pouvoir vous amener sur des terrains où on n'a pas à vous amener. Vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise de dire que certaines questions ne relèvent pas de votre compétence et qu'il faudra plutôt s'adresser à un tel ou un tel. Vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise de vous affirmer, d'affirmer votre cadre d'exercice et vos convictions, y compris face à des personnalités euh, plus haut gradées que vous, face à des personnes peut-être plus intimidantes de par leur statut, leur diplôme, leur pouvoir dans l'organisation. À partir du moment où vous savez quelle est votre valeur ajoutée dans le collectif et vis-à-vis de cette personne-là, vous diluez énormément son pouvoir d'intimidation. C'est un exemple parmi de nombreux, parce que rien que pour la préparation mentale dans le pilier force mentale, alors je recommence ma phrase, vous avez 4 piliers. Il y a un pilier qui s'appelle stabilité et hauteur. Dans ce pilier-là, vous avez 2 dimensions. Vous avez la préparation mentale, comment je me crée un bouclier pour être indéstabilisable, immanipulable, et vous avez l'autre aspect technique, quelles sont les techniques de communication qui me permettent de faire face à des personnalités difficiles, à déjouer les manipulations, les tentatives d'intimidation, les abus de pouvoir, etc. Rien que pour l'aspect préparation mentale, moi j'ai identifié 14 clés. Voilà, et celle dont je viens de vous parler à l'instant fait partie de ces 14 clés. Vous voyez, il y a plusieurs, il y a plein d'exercices, mais aucun n'est suffisant en soi pour être évidemment mentalement imperturbable. Faut acquérir, faut travailler sur les différents aspects. J'espère que j'aurai été claire. Si j'ai pas été claire, Sophie, vous me relancez. Dans un monde VUCA, les notions de résilience ont déjà été de part et d'autre part se focalisent de focalisation et de stabilité ne sont-elles pas antinomiques? Je ne sais pas ce que vous entendez, Emmanuel, par VUCA. Alors, peut-être pouvez-vous me le préciser? Merci Sophie pour votre feedback, c'est vraiment gentil. Précisez-moi s'il vous plaît, Emmanuel, VUCA, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, monde volatile et changeant. Ah ok, dans un monde volatile et changeant, la résilience, l'agilité et la focalisation. Ah ok, je vois ce que vous voulez dire. En fait, en gros, je vois ce que vous voulez dire. Alors, la focalisation, elle est de toute façon indispensable à la force mentale. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous ne savez pas quel est votre projet professionnel, votre projet en tant qu'entrepreneur, votre projet de vie à titre perso, votre vision d'entreprise en tant que dirigeant. Merci, Manuel. Volatile, incertain, complexe, ambigu. Merci beaucoup. Je ne connaissais pas cet acronyme. Donc, à partir du moment où vous ne savez pas où vous voulez aller, vous serez hyper influençable. Et vous allez beaucoup plus prendre des décisions par la peur que par la stratégie. Donc, de toute façon, il faut que vous sachiez le matin, quand vous vous levez, où est-ce que vous voulez amener votre équipe, quels sont vos objectifs, quelle est votre vision au plan professionnel, et même, j'ai envie de vous dire, à titre privé, quelle est la vie que vous voulez mener. Parce que faire des choix stratégiques et pertinents, ben, ce n'est pas par rapport au moins pire, pas par rapport au moins douloureux, ça devrait être par rapport au plus malin, au plus pertinent, au plus stratégique, au regard de ce qui est vraiment important pour vous, au regard de ce que vous voulez vraiment. Donc, c'est de toute façon indispensable de savoir ce que vous voulez pour ne pas être perturbé. Pareil,
vous négociez avec quelqu'un, il faut savoir qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce que vous voulez attendre de la négociation. Il faut que ce soit clair comme de l'eau de roche. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des marges de négociation, de la souplesse, prendre en compte l'environnement, le contexte et définir un consensus. Maintenant, ça ne veut pas dire que, en fonction de l'instabilité de l'environnement, en fonction des nouvelles technologies qui arrivent, en fonction de la concurrence, en fonction d'un contexte géopolitique, économique, etc., qu'il va pas vous falloir revoir votre stratégie. Ça, c'est évident qu'il faut revoir votre stratégie avec agilité, avec souplesse, avec réactivité, et éventuellement revoir votre vision. Si Kodak avait dit non, non, nous on continue à faire de l'argentique, etc., parce qu'on veut développer l'argentique, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, ils se sont fait ramasser par le numérique, et les gens qui ne changent pas leur vision en disant de toute façon c'est ça que je veux vendre et point barre, et c'est ça que je propose et point barre, et qui sont sourds et aveugles sur l'évolution de leur environnement, de toute façon ils font pas long feu, et ça vous pouvez dupliquer ce raisonnement dans toutes les sphères de votre vie. Donc l'idée, c'est de savoir où je vais, mais d'avoir aussi suffisamment de conscience de son environnement et de souplesse pour remettre en cause la destination. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à votre question. Et je termine rapidement parce qu'en fait, je n'ai pas fini mon contenu, mais ce n'est pas très grave. Je parlais de la formation. Et donc cette formation que je propose, vous pouvez la répartir sur 5 volumes de 3 heures et 2 heures. Personnellement, 5 modules, pardon. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux pour l'appropriation. Au revoir Béatrice, merci pour votre intérêt. Mais on peut aussi l'animer, je peux aussi l'animer sur 2 jours, tel que ça se mène de façon, ça se fait de façon un peu plus classique, même si ça n'a pas ma préférence, parce que je trouve que parfois ça fait trop de notions, puis les gens après sont un peu lâchés dans leur quotidien et ils vont juste retenir 2-3 outils. Je trouve qu'ils en retiennent beaucoup plus lorsque la formation est découpée sur plusieurs séances. Voilà. Et puis, je vais vous parler du coaching d'équipe. Donc, je crois bien que j'aurai terminé à 14 heures aujourd'hui. Le coaching d'équipe va être pertinent pour le renforcement de la solidarité, de la cohésion d'équipe, de la coopération au bénéfice d'une résilience collective. Et l'intérêt, c'est que là, pour le coup, on est vraiment 100% sur les besoins de l'équipe au moment où elle est accompagnée. Et là, on est vraiment à 100% sur les notions de résilience collective. Là, on ne s'intéresse plus aux individus. Dans les autres dispositifs, si, on voit des techniques de développement personnel et relationnel qu'on va travailler personnellement, que chaque personne va s'approprier personnellement. Là, on travaille vraiment à réfléchir ensemble à des moyens de se protéger en tant qu'équipe, de se préserver, par exemple, sur la confiance en soi, quelle est notre légitimité en interne, de quoi peut-on être fier, qu'est-ce qu'on offre aux gens qui a une vraie valeur, sur quoi se fonde cette légitimité-là par rapport à nos ressources. Tout ça, par exemple, cette conscience-là participe à la fierté de l'équipe, à son sentiment d'estime de soi et de confiance en soi collective, et la renforce mentalement. J'ai vu vos questions et je vais y répondre. Alors, les ateliers, alors j'ai plusieurs questions. Le programme détaillé de la formation ainsi que son tarif, est-ce qu'elle peut être suivie à distance? Oui. Florie, je vous invite à me faire un mail. J'ai mon email, normalement vous devriez avoir absolument aucune difficulté pour le trouver. C'est Stéphanie@Élysée, comme le palais, ELYSEE-du 6, coaching, coaching.fr. Donc Stéphanie@Élysée-
coaching.fr et je vous propose, Florie, de me renvoyer votre question et je vous renverrai le programme détaillé ainsi que les tarifs. Différence entre atelier et coaching d'équipe. Alors, les ateliers, on va définir en amont des thèmes. Par exemple, notre prise de décision efficace, notre confiance en nous en tant qu'équipe. Vous voyez, ça peut être un thème. Ou comment on arrive à faire face à des clients ou des fournisseurs ou d'autres équipes qui sont complexes et difficiles dans leur relationnel. Vous voyez, ça va être un des éléments, des piliers de la force mentale et une des clés de la force mentale qu'on va travailler en faisant des exercices pour s'approprier vraiment ces clés-là. Alors que le coaching d'équipe, on travaille vraiment sur le collectif. Où moi, par exemple, je vous donne un exemple, je vais observer comment fonctionne le collectif pendant 1 heure. Et puis pendant une autre heure, je vais vous amener à réfléchir à comment vous fonctionnez entre vous, quelles sont peut-être les règles que vous pourriez vous fixer, les engagements que vous pouvez prendre les uns vis-à-vis des autres pour améliorer votre fonctionnement en équipe. Donc là, c'est vraiment par rapport à ce que je constate dans l'ici et maintenant que je vais vous accompagner collectivement pour que vous puissiez gagner en confort, en bien-être, en efficacité dans votre fonctionnement d'équipe. Après, je peux, suite à une session de coaching d'équipe, dire que ça serait quand même très intéressant de programmer un atelier sur tel sujet parce que je pense que ça peut être tout à fait bénéfique pour l'équipe où on va zoomer sur une clé et on va y travailler, on va se l'approprier en faisant des exercices sur un format de 2 ou 3 heures, plutôt 2 heures que 3 d'ailleurs. Ça passe très très vite 2 heures, mais comme ça au moins on est assez galvanisé et animé, mais ça va être 2 ou 3 heures pour acquérir une clé. Alors j'espère que j'ai correctement répondu, sinon vous me relancez. Alors, la différence entre un manager et un leader, en fait, un manager est quelqu'un qui encadre une équipe, hein, c'est un poste, il a un poste de management, donc il encadre d'autres personnes en hiérarchique ou en transversale. Le leader, c'est lorsqu'on attend d'une personne qu'elle fédère, qu'elle inspire, qu'elle mobilise, qu'elle conduise des équipes dans le changement. Et on peut avoir besoin d'avoir du leadership, même si on n'a pas un management hiérarchique ou même fonctionnel officiel. Quand, par exemple, j'ai coaché quelqu'un qui était chef de projet, pas mixité, mais je me souviens plus, chef de projet sur l'intégration, la mixité et aussi l'insertion du handicap dans l'organisation. Là, c'est quelqu'un qui doit influencer, faire changer les mentalités, faire changer les pratiques. Donc, il doit avoir du leadership alors qu'elle n'a pas, vis-à-vis de ses clients internes, de lien de subordination. Donc, voilà. Alors, je vais terminer parce qu'il me reste 2 minutes. Donc, j'aurais pas tout vu. Mais je voulais vous donner un exemple, donc très, très rapidement. Un plan de développement de la force mentale dans l'entreprise. Ça pourrait être, par exemple, au niveau des dirigeants, de proposer des coachings individuels avec conception de programme sur mesure et proposer un coaching d'équipe et des ateliers sur l'exécutif force mentale. Les managers, le programme de coaching donc préconstruit. Et pour les équipes, par exemple, la formation. C'est vraiment un exemple, mais la formation, elle peut être très, très intéressante pour les dirigeants également, hein. Mais vous voyez, c'est un exemple où vous pouvez se dire, voilà comment moi quel dispositif je peux envisager pour intervenir à tous les niveaux de la hiérarchie sur la force mentale, tant au plan de l'individu qu'au plan du collectif. Voilà, donc vous aurez compris que je peux vous accompagner sur l'ensemble de ces points-là. Il est 14 heures.
Waouh, j'étais un peu rapide sur le reste. Merci, de me dire que j'ai été claire parce que j'en ai douté, mais merci si vous considérez que j'ai été claire. Merci beaucoup Sophie. Merci pour votre participation aussi. C'est toujours, hyper enrichissant, quand les personnes participent et posent des questions, pertinentes. Euh, le diaporama, c'est vrai que j'ai cessé de l'envoyer, mais je vais peut-être en proposer une version un tout petit peu synthétique et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. N'hésitez pas à me le demander par email. Voilà, si vous m'envoyez par mail, je vous enverrai peut-être une version un chouïa synthétique, mais parce que j'aurai enlevé des slides qui n'ont pas grande valeur ajoutée pour vous. Ah oui, j'ai pas répondu, Rosine, alors je suis en train de chercher votre question. Tac, 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 tac. Même si j'ai un peu dépassé l'horaire. Bah, j'ai pas retrouvé votre question. Bon, j'en suis confuse. N'hésitez pas à me la reposer là si je peux prendre quelques secondes. Ah oui, je crois que vous m'aviez demandé des exemples d'exercices sur l'assertivité. Voilà, exactement. Bah, sur l'assertivité, vous avez des techniques, par exemple, comment déjouer les manipulations, comment faire face à la mauvaise foi, comment faire face aux provocations, comment arriver à dire non avec aplomb, assurance, mais on verra que c'est pas aussi simple que ça. C'est comment on répond en contre-proposant quelque chose qui a du sens pour son interlocuteur, comment on va formuler un reproche, mais d'une façon constructive, etc., etc., etc. Donc, par rapport à ces différentes situations, il y a des techniques de communication. Et l'idée, c'est de faire des exercices pour se les approprier, voire revisiter aussi une communication qu'on a pu avoir qui n'était pas forcément très efficace et voir comment on aurait pu la mener pour une efficacité plus importante. Voilà, j'espère que j'ai été claire et puis merci à tous pour votre participation très active. J'espère à très vite et je vous souhaite une rentrée enthousiasmante et plein de beaux projets pour cette année et au plaisir de poursuivre nos échanges. Merci encore et bonne journée. Au revoir.